Alors, mes chers collègues, nous avons reçu la semaine dernière M. François Faletti, le procureur général de Paris. Nous entendons aujourd'hui M. François Molin, le procureur de Paris. Comme vous le savez, cette commission d'enquête a pour objet de faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement et des services de l'État dans la gestion de l'affaire Cahuzac. Nous souhaitons donc mieux comprendre comment cette affaire très délicate a été traitée, notamment par la justice, mais sans aborder les éléments de fond de l'enquête qui relèvent du secret de l'instruction. Avant d'aller plus loin, il me revient de vous préciser que l'article 6 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, qu'un que la vérité. Je vous remercie, monsieur le procureur, de bien vouloir vous lever, de lever votre main droite et de dire « je le jure ». Merci. Si cela vous convient, je vais vous laisser la parole pour une quinzaine de minutes afin que vous nous expliquiez le rôle que vous avez joué dans le traitement judiciaire de cette affaire depuis les premières révélations parues dans Mediapart et jusqu'à ce que Jérôme Cahuzac reconnaisse la détention de comptes à l'étranger. Je donnerai ensuite la parole au rapporteur M. Alain Claes pour un échange de questions et de réponses et j'inviterai ensuite ceux de nos collègues qui le souhaitent à poser leurs questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je vais donc vous donner les éléments que vous êtes en droit d'attendre dans le cadre que vous avez évoqué, qui est fixé par l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 et pour ce qui me concerne l'article 11 du Code de procédure pénale qui m'astreint au respect du secret des investigations et de l'instruction. Je vais donc vous fournir effectivement les informations sur le fonctionnement du parquet de Paris dans ce dossier. Et avant de rentrer dans le détail des dates et du processus du dossier, je voudrais vous indiquer très simplement quelles règles ont été les nôtres dans le cadre de nos relations avec le parquet général et avec la chancellerie. Vous savez en effet que pour ce qu'on peut qualifier d'affaires sensibles, le parquet de Paris, comme tous les autres parquets de France, est amené à renseigner le parquet général, qui lui-même est tenu de donner un certain nombre d'informations à la direction des affaires criminelles et des grâces sur les procédures soit à caractère significatif, soit à forte remontée médiatique, ou qui peuvent effectivement avoir du sens dans le cadre de la détermination de la politique pénale qui est fixée par le ministre de la Justice. Donc ces informations qui sont fournies par le parquet au parquet général, elles sont, s'il fallait être synthétique, je dirais qu'elles sont nombreuses, précises, et soumises toujours à une exigence de rapidité. Alors, le procureur général qui est destinataire de ces informations a quant à lui un rôle d'analyse. Il doit indiquer à la direction des affaires criminelles et des grâces s'il partage l'analyse et les orientations du procureur de la République. Et surtout, ces informations qui remontent au parquet général ont pour but essentiel, j'allais dire, de nourrir et d'alimenter le dialogue institutionnel qui doit exister au sein du ministère public, dans lequel le procureur de la République a des pouvoirs de direction de l'action publique. Le procureur général a les siens et a aussi notamment, dans ce cadre-là, la possibilité de donner des instructions positives, donc de poursuite, au procureur. Or, dans la conduite de ce dossier par mon parquet, les règles suivantes ont été observées. D'abord, le parquet de Paris n'a eu de relation qu'avec le parquet général. Il n'y a eu à aucun moment aucune instruction d'aucune sorte. J'ai toujours pris mes décisions, toujours après analyse et réflexion avec mes collègues de la section financière, et toujours après avoir respecté les règles du dialogue institutionnel que j'évoquais tout à l'heure et qui doivent exister entre un procureur et son procureur général. J'ai donc toujours pris mes décisions, toujours après avoir indiqué à mon supérieur hiérarchique quelles étaient mes intentions pour toujours le mettre en mesure de faire valoir son point de vue et éventuellement de donner des instructions positives. Ce qui effectivement n'est pas arrivé puisque vous savez que ça n'a pas eu lieu d'être. Les renseignements donnés au parquet général l'ont été sous des formes diverses. Ils l'ont été soit sous forme de compte-rendu téléphonique, soit de courriel, soit de rapport écrit, selon les règles suivantes. On a à un moment donné répondu à une demande qui émanait de la direction des affaires criminelles et des grâces après l'ouverture de l'enquête qui a consisté à nous demander quels seraient grosso modo les actes et les investigations qui nous apparaissaient nécessaires dans ce dossier. Donc ça a été répondu. Par contre, les calendriers n'ont pas été le plus souvent indiqués à l'avance. Aucun élément sur les actes importants n'a été donné avant la réalisation, et notamment quand il s'est agi d'aller diligenter des perquisitions chez un tel ou tel autre, il n'a jamais été dit au parquet général, ni donc a fortiori à quelqu'un d'autre, demain ou après-demain, nous irons faire une perquisition à quel endroit. Les comptes rendus sont intervenus après, sous la forme le plus souvent de courriels, constituant des résumés de la teneur des auditions ou des résumés des perquisitions.
Enfin, il n'y a eu absolument aucune instruction individuelle dans ce dossier, dont vous connaissez la genèse, puisqu'elle se situe donc dans la publication par Mediapart de révélation par la mise en ligne le 4 décembre 2012 d'un article intitulé Le compte suisse du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Premier épisode, suivant le 6 décembre 2012, donc à la suite d'une transmission du directeur de cabinet de Mme le garde des Sceaux, la directrice des affaires criminelles et des grâces saisit le procureur général de Paris d'une dépêche demandant l'engagement de poursuite du chef de diffamation publique contre le directeur de publication de Mediapart, en application de l'article 48-1 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui, comme tout le monde le sait, est extrêmement formaliste et qui prévoit que si la diffamation est dirigée contre un membre du gouvernement, la poursuite ne peut avoir lieu que si la demande a été adressée au garde des Sceaux, à charge pour celui-ci de saisir le parquet général compétent. Alors, problème pour nous, il s'agit d'une diffamation, à notre sens, non pas contre un ministre, mais contre un particulier, puisqu'à l'époque des faits, M. Cahuzac n'est pas ministre du gouvernement. Et la question se pose donc à ce stade des opérations de savoir si le visa de l'article 48.1 bis est justifié, puisque cet article ne vise, à notre sens, que les cas d'injure et de diffamation contre un membre du gouvernement. Alors nous avons estimé, nous, que contrairement à l'analyse de la Direction des affaires criminelles et des grâces et au regard de la jurisprudence de la 17e chambre du tribunal de grande instance de Paris, qui est spécialisée en matière de presse, qui rend beaucoup de décisions, on a estimé qu'il s'agissait d'une diffamation publique envers un particulier et que le visa dans la plainte de l'article 48-1 bis tel qu'il avait été réalisé et qui n'a vocation à s'appliquer qu'aux plaintes en diffamation contre un ministre dans l'exercice de ses fonctions, pouvait constituer une confusion et pouvait, le moment venu, éventuellement constituer une cause de nullité des poursuites dans l'hypothèse où elle serait venue devant le tribunal correctionnel. Donc on a pris l'initiative de requalifier tout ça et nous avons établi un soit transmis saisissant et prescrivant à la direction de la police judiciaire de Paris de procéder à une enquête en ne visant que les articles strictement utiles à la poursuite d'une diffamation publique envers un particulier. Or, comme il est de règle dans ces cas-là, nous avons établi à la section presse et liberté un soit transmis articulant les faits reprochés, interrompant la prescription et saisissant le service de police, donc la brigade de répression de la délinquance contre les personnes, pour qu'elle procède à une enquête préliminaire. Vous savez que la polémique a continué, Mediapart maintenant ses accusations et distillant régulièrement de nouveaux éléments de nature à les accréditer. Deuxième épisode, c'est le 18 décembre 2012, donc M. Cahuzac, alors que l'enquête a été lancée, M. Cahuzac dépose entre les mains du doyen des juges d'instruction de Paris une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique contre un particulier, délit prévu et puni par les articles 23, 29 et 32 donc de la loi sur la presse. Le parquet à qui cette plainte avec constitution de partie civile après consignation est communiquée prend un réquisitoire introductif le 15 février et que fait-on ? On fait ce qu'on demande toujours dans ce cas de figure, c'est-à-dire que comme on a une enquête qu'on avait lancée avant l'ouverture de l'information, nous avons demandé au service de police de nous retourner à la procédure d'enquête préliminaire, ce qui a été fait le 19 février, et nous avons joint immédiatement la procédure d'enquête préliminaire à la procédure d'instruction, l'adressant au juge d'instruction, puisque celui-ci était désormais seul compétent pour instruire ces faits. Or, sur ce point, il faut bien comprendre qu'en matière d'infraction à la loi sur la presse, ce type d'enquête, diligentée par le parquet à la suite de plaintes ou d'investigations lancées par le juge d'instruction à la suite de plaintes avec constitution de partie civile, ne vise jamais à déterminer la vérité ou la fausseté des faits allégués. Ça, c'est important et c'est même essentiel pour la suite. Puisque l'enquête vise simplement en réalité à s'assurer de l'identité de l'auteur incriminé ou des propos incriminés, et dans l'hypothèse où on est devant de la presse écrite ou numérique, à s'assurer de l'identité du directeur de la publication, ainsi que des domiciles de ces personnes, de façon à pouvoir leur délivrer la citation à comparaître qui sera éventuellement lancée pour les amener devant le tribunal correctionnel. Or, sur ce point, c'est important parce que la loi, effectivement, ne permet pas au juge d'instruction de rechercher si les faits dénoncés ou relevés comme diffamatoires sont vrais ou faux, puisque vous savez certainement que dans la loi sur la presse, il y a un certain nombre d'articles, notamment l'article 55, qui font que seule la juridiction de jugement peut se prononcer sur ce point, et encore, dans certaines hypothèses, certaines étant exclues, uniquement lorsque le prévenu a été admis et rapporté la preuve de la vérité des faits, suivant les modalités prévues à l'article 55 de cette loi. La preuve des faits ne peut donc résulter que d'un débat contradictoire qui ne peut pas avoir lieu devant une juridiction d'instruction, mais simplement devant une juridiction de jugement.
On se trouvait donc finalement dans une situation, j'allais dire, très, très problématique, compte tenu du débat public auquel donnaient lieu les allégations de Mediapart, puisque la situation dans laquelle on était faisait que le fond du débat ne pourrait judiciairement jamais être évoqué avant vraisemblablement le premier trimestre 2014, compte tenu des délais d'audiencement nécessaires aujourd'hui devant la 17e chambre correctionnelle du TGI de Paris. Bon. On était au parquet, bien sûr, conscient de cette situation. Moi, au premier chef, j'avais commencé à engager une réflexion sur ce point, sur la nécessité, effectivement, face à ce problème, de voir qu'est-ce qu'il fallait faire, comment faire, dans la mesure, et selon quelle modalité, dans la mesure où le danger pour nous était finalement que, dans l'inaction, ne fasse apparaître le parquet de Paris comme finalement la justice qui aurait fait obstacle à la manifestation de la vérité, alors qu'elle est plutôt là pour aboutir au contraire. C'est ainsi, pour la petite histoire, j'étais parti en congé de Noël, j'avais amené le dossier avec moi et je réfléchissais. Donc le 27 décembre, puisque j'ai ma messagerie avec moi, je découvre sur ma messagerie électronique un courriel qui est adressé à 12h04 par M. Plenel, courrier rendu public peu après, et qui me demande de confier à un juge indépendant les investigations qu'appellent les informations qu'il détenait, courrier qui va me très loin, puisque M. Plenel s'érige carrément en termes de conseiller technique, puisqu'il me suggère de confier ces investigations à M. Daïef, vice-président chargé de l'instruction à Paris, qui est déjà saisi d'une procédure d'information mettant en cause les pratiques, en l'occurrence de démarchage illicite bancaire et de blanchiment, de la banque UBS. Alors, quels étaient les termes du problème à ce stade des opérations? Les termes étaient en fait les suivants. Soit je ne faisais rien, et je faisais savoir à Mediapart, ce qui est d'ailleurs le plus souvent la pratique suivie en matière de procès en diffamation, puisque le parquet, en général, ne prend pas parti contre le diffamant ou le diffamé, mais renvoie, j'allais dire, plutôt celui qui allègue quelque chose, finalement, à faire la preuve de ce qu'il a dit, ou alors à invoquer le bénéfice de la bonne foi s'il est poursuivi devant le tribunal. Soit je ne faisais rien et je faisais savoir à Mediapart qu'il lui appartenait d'apporter la preuve de ses allégations dans le cadre du procès en diffamation, soit je diligentais une enquête. Si je diligentais une enquête, la question se posait de savoir sur quel fondement. Sur le plan de la fraude fiscale, le parquet ne pouvait rien faire puisque une plainte, vous le savez, du ministre du Budget, après avis conforme à la commission des infractions fiscales, était nécessaire. En revanche, en réfléchissant, on a vu qu'on pouvait utiliser l'angle du blanchiment de fraude fiscale, puisque depuis un arrêt de février 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge qu'en matière de blanchiment de fraude fiscale, la plainte préalable du ministre du Budget, comme le filtre d'ailleurs de la Commission des infractions fiscales, n'ont pas à s'appliquer, et que le parquet a donc toujours la possibilité d'enquêter et de poursuivre le délit de blanchiment, infraction générale, distincte et autonome, qui n'est donc pas soumise aux règles de procédure du livre des procédures fiscales. Alors, quel a été mon raisonnement à ce stade des opérations? J'ai d'abord exclu, et je l'ai fait savoir au juge d'instruction directement, l'hypothèse de l'ouverture d'informations chez le juge d'instruction saisi de l'affaire suivie contre UBS. Pourquoi? Tout simplement parce que les faits allégués n'entraient pas dans la saisine des juges d'instruction, contrairement à ce que disait Mediapart, puisque cette saisine ne regroupait pas, non pas tous les gens qui, de fait, avaient des comptes ouverts chez UBS, mais que cette saisine était limitée aux gens qui avaient des comptes ouverts chez UBS à la suite d'opérations de démarchage illicite, élément qu'on ne retrouvait absolument pas dans ce dossier. J'estimais, par contre, qu'en l'état, et au-delà des allégations de Mediapart, il y avait dans ce dossier un élément, j'allais dire, qui était singulier, qui pouvait fonder une action de notre part. Il y avait un élément matériel qui justifiait qu'on s'y intéresse, et cet élément matériel, c'était ce fameux enregistrement contenant les propos prêtés à Jérôme Cahuzac. En effet, de deux choses l'une. Vous savez que dans ce genre de choses, au parquet, a priori, on ne doit pas avoir d'a priori ni de jugement, ni de préjugement. On est là pour lancer des investigations, obtenir des preuves d'infraction, et lancer des investigations, donc en fait rechercher des preuves de ces infractions. En fait, je pourrais dire de deux choses l'une. Soit l'enregistrement était réel, il s'agissait bien de la voix de Jérôme Cahuzac, et ça devenait alors un indice très important de la commission d'une infraction et de la réalité des allégations de Mediapart. Soit au contraire, l'enregistrement constituait un montage, on ne le savait pas à ce moment-là, et on se serait trouvé à ce moment-là dans une situation inverse, qui aurait pu aussi mériter une réaction pénale, puisque c'était l'autre hypothèse, l'hypothèse inverse, celle de la manipulation, qui aurait pu valoir à ses auteurs des poursuites pour dénonciation calomnieuse ou dénonciation d'un délit imaginaire. Si l'enquête ne débouchait sur rien, la procédure aurait fait l'objet d'un classement sans suite. Si, au contraire, les allégations de Mediapart paraissaient fondées,
et qu'il s'avérait que l'enregistrement était bien celui de Jérôme Cahuzac, il resterait alors à apprécier les suites à donner dans le cadre procédural qu'on estimerait à ce moment-là le plus approprié, c'est-à-dire poursuite d'enquête préliminaire ou ouverture d'une information judiciaire. Donc après en avoir parlé à mes collègues de la section financière, puis avec le parquet général, j'ai donc fait part à mon procureur général, je crois de mémoire que c'était, mais ça c'est verbal, le lundi 31 décembre, de ma décision d'ouvrir une enquête préliminaire et de la confier à la Direction nationale des investigations financières et fiscales. J'ai signé un rapport écrit dans ce sens le 4 janvier 2013 et l'enquête a été ouverte le 8 janvier, comme l'a annoncé le jour même un communiqué de presse du parquet de Paris. L'enquête s'est ensuite déroulée normalement, suivant les conditions que j'ai indiquées en préambule, avec les différents comptes rendus et résumés adressés au parquet général. Ce qui me paraît important de dire aujourd'hui, peut-être, c'est qu'au-delà des différents actes d'enquête dans le détail desquels je ne peux pas rentrer pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, je crois qu'il y a 2 ou 3 échéances qui constituent autant de fenêtres, entre guillemets, de tir ou d'orientation de la procédure qui étaient importantes. Ces fenêtres, c'était d'une part l'entraide pénale internationale et d'autre part les résultats de l'expertise. Donc il s'agissait finalement autant de fenêtres et de moments clés qui étaient de nature à permettre au parquet de prendre des décisions sur la suite des investigations et sur la stratégie à adopter. Alors d'abord, il y a eu un premier épisode important, c'est le 24 janvier, quand on a appris par le laboratoire de police technique et scientifique que nous avions saisi la confirmation que l'enregistrement n'avait pas été trafiqué et que, bien que de qualité médiocre, il pouvait permettre une comparaison de voix. Alors, de ce fait, il a été rendu compte le même jour au parquet général par un courriel, c'est très précis, de 15h26, 24 janvier. Nous arrivons fin janvier 2013. Ce jour-là, le 31 janvier, je crois que c'est dans l'après-midi, la magistrate chargée de la communication du parquet de Paris reçoit un appel téléphonique d'une journaliste qui lui demande si nous confirmons ou pas la transmission par le gouvernement suisse de documents relatifs à l'affaire Cahuzac. 31 janvier, dans l'après-midi. Alors, on n'a pas répondu directement, et je pense qu'on a bien fait. On a simplement informé ce journaliste que l'enquête judiciaire était en cours, ce qu'on faisait depuis le début, et que nous ne communiquions pas sur son contenu, étant précisé en tout état de cause, mais ça on ne l'a pas dit aux journalistes, que nous n'avions rien reçu le 31 janvier. Le lendemain matin, vendredi 1er février, le commissaire-chef de la Direction nationale des investigations financières et fiscales nous transmet par courriel, un courriel redaté de 9h16, la réponse que le département fédéral des finances suisses a adressée à la DGFiP à la suite de sa demande, qui est en fait arrivée la veille, et que la DGFiP vient de communiquer spontanément donc à la DNIF à 8h55. Donc 8h55, l'information arrive à la DNIF, qui la répercute au parquet 20 minutes plus tard. Le commissaire de police ensuite appelle immédiatement le chef de la section financière du parquet, qui lui demande et qui lui donne pour instruction de solliciter de la DGFiP la communication du texte de la demande, puisqu'on avait que la réponse, adressée aux Suisses par les autorités françaises. On avise de tout ça bien évidemment le parquet général, c'est un courriel de 10h17, et la demande faite à notre demande par la DGFiP aux Suisses nous est immédiatement communiquée par courriel à 14h04. Donc la DGFiP, à qui la DNIF avait demandé communication de la demande, nous la transmet rapidement et on l'obtient à 14h04. Alors, on a pu, à ce stade, effectivement, s'interroger sur la légitimité de la communication de ces pièces par Bercy. On a pu s'interroger légitimement, puisque la Convention d'assistance administrative en matière fiscale, signée entre la France et la Suisse, prévoit expressément, comme souvent dans ces matières, un principe de spécialité, puisqu'elle interdit l'utilisation des renseignements fournis par l'État requis dans un cadre procédural autre que celui prévu par la Convention d'assistance. Or, l'article 28 de la Convention prévoit que ce type de renseignement est destiné uniquement aux personnes et autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts. En fait, c'est assiette, recouvrement ou contentieux administratif sur l'impôt qui ne les utilise qu'à ces fins. Donc, en principe, l'utilisation, dans le cadre d'une procédure pénale, des renseignements fournis en application de cette Convention est en principe exclue, à moins bien sûr que les autorités suisses n'aient autorisé cette utilisation. Or, malgré cette difficulté, moi j'ai estimé en tout état de cause que dans la mesure où ça n'était pas l'autorité judiciaire qui avait demandé ce document, mais que finalement, j'allais dire un peu par accident, était revenu au niveau de la NIF
et que l'ADNIF nous l'avait communiqué, ça constituait finalement, on n'était pas auteur, j'allais dire, de la violation de cette convention internationale, c'était un renseignement comme un autre, et que moi j'ai préféré, dans un souci de loyauté et de transparence, et d'optique d'enquête à la fois à charge et à décharge, j'ai estimé qu'elle pouvait être intégrée à la procédure, donc dans ce souci de transparence. Et donc, j'ai donc poursuivi l'enquête préliminaire. Le 12 mars, nous avons adressé notre demande d'entraide pénale internationale aux autorités suisses. Et puis, les choses se sont ensuite accélérées puisque les opérations d'expertise et de comparaison de voix touchaient à leur fin. Dès la fin de la semaine, on a eu à subir un certain nombre d'informations qui circulaient dans la presse et qui commençaient à annoncer le résultat de l'expertise. Nous n'avons eu, nous, le rapport définitif sur les opérations d'expertise que le lundi matin 18 mars, avec des conclusions, je reprends les termes, nous indiquant que les techniciens estimaient, je cite les termes, que sur une échelle de -2 à +4, la comparaison se situe à +2 et que, sans une certitude absolue, tout ça est entre guillemets, le résultat de l'analyse renforçait donc de manière très significative l'hypothèse que Jérôme Cahuzac était le locuteur inconnu de l'enregistrement litigieux. Le procureur général de Paris en a bien sûr été avisé, par téléphone d'abord, puis par courriel à 12h28, puis compte tenu de ces éléments, et dans la mesure où l'expertise venait corroborer les choses, on a repris la réflexion, on a repensé, comme je vous le disais tout à l'heure, au cadre procédural qui nous paraissait désormais le plus approprié, et nous avons estimé que désormais, l'information judiciaire constituerait un cadre procédural plus approprié pour continuer les investigations, puisqu'on avait maintenant, j'allais dire, un indice et un élément tangible de la commission d'une infraction, d'autant qu'on savait qu'une autre demande d'entraide pénale internationale auprès de Singapour serait nécessaire à très court terme. J'ai donc avisé le procureur général de cette décision. Je lui ai rendu compte du résultat de ces investigations et de ma décision d'ouvrir une information judiciaire dans un rapport écrit qui a été adressé au parquet général le lundi soir 18 mars à 20h40. Nous avons ensuite préparé un communiqué de presse contenant les éléments qui nous paraissaient objectifs recueillis au cours de l'enquête et annonçant l'ouverture de l'information. Ce projet de communiqué a été adressé par courriel au parquet général le mardi, donc le lendemain, mardi 19 mars à 10h25, en leur précisant que ce communiqué serait diffusé immédiatement après l'ouverture de l'information qui devait intervenir en début d'après-midi. Donc le 19 mars dans l'après-midi, vous connaissez la suite, vers 14h30, 15h, le réquisitoire introductif a été signé et le communiqué a été adressé à tous les organes de presse à très précisément 15h58. Voilà, je suis à votre disposition pour... Merci, monsieur le procureur. Je vais passer la parole pour la précision, l'extrême précision de vos informations. Nous tenons d'ailleurs à la disposition de nos collègues un tableau fort bien fait du procureur général à qui on avait demandé, et donc il y a un tableau en 4 pages qui vous reprend tout le détail, encore plus détaillé que ce que vient de nous expliquer M. Molins. Alors je passe la parole à notre rapporteur pour aborder les différentes questions que nous avions envisagées. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, merci de votre exposé. Je vais être assez bref parce que vous répondez à beaucoup de nos questions. Mais je vais peut-être reprendre les sujets tels que vous les avez abordés. Concernant la plainte déposée par Jérôme Cahuzac, je crois que là, vous nous répondez très clairement. Vous nous avez expliqué que vous ne pouvez pas utiliser l'article 48 de la loi du 29 juillet 1881, mais que vous utilisez l'article 32 pour les raisons que vous avez évoquées. Donc, moi, sur ce sujet, je crois que votre réponse est très claire. Par contre, je voudrais bien être sûr d'avoir compris sur les motivations, les raisons de l'ouverture d'une enquête préliminaire le 8 janvier 2013. Vous recevez la lettre d'Élie Plenel et l'élément que vous retenez pour ouvrir cette enquête préliminaire, j'allais dire, c'est un élément de preuve, entre guillemets, qui est cet enregistrement. C'est bien cela? Vous confirmez? Donc c'est... Répondez explicitement et pas par un hochement de tête, parce que l'enregistrement n'enregistre pas les hochements de tête. Appuyez. Vous appuyez et vous parlez uniquement quand c'est... Mais je vois très bien la question que vous allez me poser. Si vous voulez, on a effectivement cette situation dans laquelle on a un débat public, j'allais dire, qui peut être sans fin, et dans lequel finalement personne peut se trouver en situation de ne pas apporter de réponse avant des mois.
Ce qui, au regard de la résonance de tout ça et du fonctionnement de la société, dans un pays démocratique, peut quand même poser certaines questions. Tout ça étant compliqué par le fait que la seule personne qui aurait pu saisir la commission des infractions fiscales, c'est le ministre du Budget, qui est lui-même la personne mise en cause. Alors tout ça est quand même un petit peu compliqué, un petit peu inédit comme situation. Donc on a effectivement cette, je vous disais moi simplement, on a cette quadrature. Ce qu'il faut comprendre, mais ça c'est peut-être, je ne vais pas être très politique en disant ça, mais je le dis quand même. Vous n'êtes pas politique, parlez franchement. Le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, ni le temps politique. Et ça, on comprend ça parfaitement. Les membres de la commission comprennent ça parfaitement. Ce genre de choses, effectivement, je veux dire, les magistrats sont des gens responsables. Et avant de prendre ce type de décision, on pèse quand même, j'allais dire, les avantages et les inconvénients, et ce n'est pas des décisions qui se prennent à la légère en quelques jours. Donc, en réalité, si vous voulez, je vous ai dit, moi, la réflexion, elle avait commencé. Moi, je réfléchissais. J'étais pas encore trop sûr de ce que j'allais faire. J'attendais un peu de voir comment les choses allaient évoluer, parce qu'on ne sait jamais ce que l'avenir peut vous réserver. Et est intervenu le courrier de M. Plenel. Alors, il est sûr que c'est pas, j'ai pas pris ma décision à cause du courrier de M. Plenel, mais il est aussi évident que le courrier de M. Plenel a constitué un accélérateur de ma décision. Parce qu'à partir du moment où j'étais destinataire d'une lettre, il fallait de toute façon que je prenne une position un jour ou l'autre. Donc effectivement, ça a pu contribuer à accélérer un petit peu les choses. Et voilà les raisons pour lesquelles on a fait tout ça. Vous aviez l'enregistrement. L'enregistrement, moi. Vous n'avez que la lettre. Répondez. Voilà. Je n'ai pas l'enregistrement. À cette date. Mais Une information sur l'enregistrement. De mémoire, oui. Oui, puis de toute façon, on suit le débat public autour des allégations Mediapart, donc on sait que secret des sources, ils ne veulent pas dire d'où ils tiennent leurs choses. On sait aussi qu'ils ont l'enregistrement. Alors que le parquet ouvre une enquête préliminaire, est-ce que vous trouvez normal que l'administration fiscale ait poursuivi ses investigations, notamment en formulant une demande d'échange d'informations auprès de la Suisse? Allez-y, réappuyez. Voilà. Clairement, non. Pourquoi D'abord, moi je suis à la tête du parquet de Paris depuis 1 an et demi, donc j'ai pas toute l'histoire du parquet de Paris en tête. Je me suis renseigné pour savoir s'il y avait des précédents à ce genre de choses. Vous savez qu'il y a des articulations. La culture fiscale et la culture pénale sont des cultures qui sont quand même assez différentes, qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs. On travaille ensemble dans la mesure où chacun a des obligations. On a, nous, l'obligation de dénoncer au fisc tous les faits qui sont de nature à constituer des fraudes fiscales. Et le fisc a, lui, pour obligation de dénoncer à l'autorité judiciaire tous les éléments qui pourraient constituer des infractions de droit commun. Et ce sont des choses à Paris qui marchent. Il y a des signalements fréquents dans les deux sens. Pour autant, moi j'estime que quand on est dans un cadre pénal, malgré la sphère d'autonomie du droit pénal et du droit fiscal, quand une autorité de justice est en charge d'investigation pour déterminer si un crime ou un délit a été commis, moi j'ai la faiblesse de penser qu'il devrait logiquement avoir le monopole des choses et que rien ne devrait se faire en réalité sans qu'il en soit avisé. Voilà. Est-ce que cette démarche administrative a retardé la procédure judiciaire? Non, absolument pas. Absolument pas, puisque elle intervient, je vous ai dit 1er février, donc elle intervient avant la demande d'entraide. Elle intervient avant la demande d'entraide, donc on ne peut pas estimer qu'elle l'a retardée. Moi, j'ai simplement estimé qu'à partir du moment où on m'envoyait ce renseignement, je le joignais au dossier, et puis je continuais les investigations auxquelles on avait décidé de procéder, puisqu'on était dans notre logique à nous, et où, pour nous, l'élément fondamental qui permettait de sortir de ce dossier, c'était d'abord de savoir si l'enregistrement était quelque chose de réel, et si la voix du locuteur était bien celle de M. Cahuzac. Alors, simplement, pour préciser les dates, la demande d'assistance administrative a lieu le 24 janvier. Et la réponse dont vous avez copie est le 31 janvier. On est bien d'accord. Alors, ensuite, est appliquée la convention d'entraide judiciaire. Vous adressez aux autorités suisses le 12 mars. Est-ce qu'une réponse a été apportée à ce jour? Oui, dans le cadre de l'information. Une réponse a été apportée.
Donc, À quelle date? C'est pour qu'on voit la rapidité relative. La question, c'est pour comparer la vitesse de réaction de l'administration fiscale. mais avant de savoir à quelle par date, rapport à l'autre. est-ce que vous auriez pu faire dans le calendrier cette demande plus tôt? Prenons les choses dans l'ordre. Donc la réponse est arrivée. Est-ce qu'elle aurait pu être faite plus tôt? Je vais vous répondre très précisément là-dessus. Oui, mais ça aurait été une mauvaise chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait de l'entraide pénale internationale, c'est facile de faire une demande d'entraide, mais si on veut qu'elle soit efficace, particulièrement dans un domaine fiscal ou parafiscal et notamment de blanchiment, il faut qu'elle soit assurée et étayée par suffisamment d'éléments pour pouvoir progresser rapidement. On est en plus sur des terrains dans lesquels la coopération pénale internationale n'a pas forcément toujours la même efficacité qu'en matière de droit commun. Ce sont des terrains très sensibles et on a pour habitude dans ces domaines-là d'éviter, j'allais dire, d'irriter nos partenaires étrangers par des demandes répétées qui sont incomplètes et qui nécessitent des demandes complémentaires. C'est quelque chose qu'on fait rarement. Donc au début de cette enquête, en concertation avec l'ADNIF qui partageait totalement notre point de vue, on s'est posé la question de savoir quand est-ce qu'on allait la faire. On a imaginé au début d'abord la faire rapidement, et puis on a complètement changé d'avis. On s'est dit qu'il fallait attendre et qu'on serait gagnant à attendre. Donc en réalité, on a attendu le 12 mars, effectivement le 12 mars parce qu'on avait un certain nombre d'éléments qui nous permettaient de penser qu'on pourrait faire une demande complète. Le 12 mars, lorsque je l'ai faite, j'ai appelé immédiatement mon collègue de Genève, avec qui j'ai pu évoquer en plus, attendre le 12 mars nous permettait de tirer les conséquences des auditions et de pouvoir viser dans la demande non plus simplement des délits à connotation fiscale comme la fraude fiscale ou le blanchiment, mais aussi le délit de blanchiment provenant de la perception venant d'entreprises pharmaceutiques. Donc là aussi, ça nous donnait l'avantage de sortir un peu ce dossier du fiscal et d'éventuelles difficultés. Envoyé tout ça à Genève, directement, comme c'est toujours le cas, avec copie par la voie hiérarchique. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'information a été ouverte donc une semaine plus tard. Et j'allais dire, c'est pas pour faire des compliments au parquet de Paris, mais la demande d'entraide était tellement complète et tellement bien faite que le juge d'instruction n'a pas estimé utile de la reprendre, n'a pas estimé utile d'en faire une nouvelle. Il l'a laissé prospérer exactement dans l'état dans lequel elle avait été écrite. Vous l'envoyez le 12 mars, la réponse arrive quand? Après l'ouverture de l'information. C'est-à-dire ça il faut que je... Quelques jours après le 19 mars? Oui. 20, 21. Quelques jours après le 19 mars. Non, mais si vous pouvez nous le fournir, on va pas... Bon, nous continuons. Le calendrier... Monsieur le député, les choses ne se passent plus entre le parquet et la Suisse, elles se passent entre le juge d'instruction de saisie du dossier et le procureur de Genève. Vous nous dites que le juge n'a pas eu besoin, nécessité, vu la réponse. Je m'empresse de préciser que la demande ne se borne pas à demander si M. Cahuzac, comme en matière d'entraide pénale internationale, est titulaire d'un compte ou d'avoir. Elle est beaucoup plus large. Elle vise à obtenir des réponses à des questions, elle vise à obtenir des documents, et puis surtout, elle demande à l'autorité judiciaire suisse de faire des actes. C'est-à-dire qu'elle demande je ne peux pas rentrer dans les détails parce que bon, ça c'est couvert par le secret d'investigation, elle demande des auditions de personnes déterminées, et elle demande de procéder à des perquisitions. Donc on est dans un terrain complètement différent. Vous considérez que la réponse qui vous a été apportée est complète? Et très rapide. Oui. Au juge. Non, mais bien sûr. Très rapide, parce que par rapport à la pratique, ce délai est un délai normal ou c'est toujours comme ça? Ou non, parfois ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois? On peut tout rencontrer dans les demandes d'entraide, mais c'est vrai que ça se passe aujourd'hui plutôt mieux. Et avec la Suisse, j'allais dire, tout dépend de la qualité de la demande. Si vraiment on est sur des choses qui renvoient uniquement à de la fraude fiscale, en général, il y a des difficultés d'exécution. Quand on tombe sur des choses qui renvoient au blanchiment ou à des délits un peu différents, c'est vrai que c'est plus facile de faire prospérer l'entraide avec les Suisses là-dessus. Et là, effectivement, ça a bien fonctionné. Alors, pour poursuivre le calendrier, est-ce que vous considérez que l'expertise du support audio a été faite dans des délais raisonnables? Est-ce que c'est la norme?
J'aurais du mal à vous parler de normes parce que c'est la première fois que je vois une expertise de ce type comme ça. Je pense que c'est raisonnable parce que le mieux est l'ennemi du bien. Hein. L'enregistrement est très vieux, même s'il a été fait dans des conditions, semble-t-il, assez par un professionnel. Mais l'enregistrement est vieux, il a plus de 10 ans. Comment? D'accord. Les propos ont été tenus il y a très longtemps. Hein. Donc c'est ce résultat qui vous conduit le 19 mars à ouvrir une information judiciaire. Donc si je devais résumer votre calendrier, vous nous avez parfaitement exprimé comment vous avez traité la plainte de Jérôme Cahuzac. Vous expliquez sur quelle base vous ouvrez une enquête préliminaire le 8 janvier. Vous nous dites vos réserves. Vous nous dites vos réserves sur la demande d'assistance administrative, hein, mais vous considérez que cette demande d'assistance administrative n'a pas retardé la procédure judiciaire. Oui, vous êtes d'accord? Ensuite, concernant, vous nous informez, donc c'est une information importante pour nous, que la réponse d'entraide judiciaire est parvenue au juge et que la date du 19 mars pour ouvrir une information judiciaire est liée à l'arrivée de l'expertise de la bande-son. Je vous remercie. Oui, j'ai quelques questions complémentaires par rapport aux questions de notre rapporteur. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur un sujet qui va certainement passionner nos collègues, qui est l'articulation entre le droit fiscal et, disons, les poursuites fiscales et les poursuites de droit commun? Parce que vous nous avez dit que juridiquement, il y a une autonomie du droit fiscal par rapport au droit judiciaire, mais que ceci est peut-être un peu regrettable. Donc, est-ce qu'il y a eu une articulation du DGFiP, puisque c'est lui qui, après en avoir parlé au ministre, prend la décision de saisir l'administration fiscale? Est-ce qu'il y a eu des contacts entre vous-même et le DGFiP ou son entourage? Nous n'avons eu aucun contact avec la DGFiP. Et quand vous découvrez qu'il y a eu la saisine, j'ai cru comprendre dans votre propos que vous avez été un peu étonné de le découvrir. Parce que vous le découvrez comment? Par la presse? Je suis étonné d'abord de découvrir ça par des appels de journalistes qui visiblement ont des informations confidentielles puisqu'on nous téléphone en nous demandant si on a des informations sur des retours de documents adressés par les Suisses aux Français. Je vais y venir. Ça, c'est la question suivante, oui. Oui, mais ça, voilà. La réponse est dans la question, hein, Monsieur le Président. Mais il n'y a eu aucune concertation. Non. Bon. Mais alors, vous le découvrez par des journalistes, qu'il y a eu une mise en œuvre on ne découvre pas par des journalistes. La question posée par des journalistes nous met la puce à l'oreille. On sait bien comment ça fonctionne. À partir du moment où il y a des journalistes qui se rapprochent de vous en vous posant ce genre de questions, ça veut dire qu'ils ont des informations. Comme on n'est quand même pas né de la... Hein, il suffit de raisonner un petit peu. Mais ça, c'est sur le lancement de la procédure fiscale de convention. Mais après, il y a la réponse. Alors... Non, c'est pas le même Presque jour. instantané, le 31 janvier. D'écart. Il y a eu plusieurs jours d'écart entre la question. Non, la question, c'est le 24 janvier. C'est le 24 janvier. La réponse, c'est le 31 janvier. Voilà, c'est 7 jours plus tard. Et là, vous êtes informé immédiatement. La réponse des Suisses arrive à la DNIF le 1er février à 8h50 et à 9h10, 9h15, on est mis au courant. Et on nous transmet la réponse. Ça, c'est une procédure normale. Parce que je n'ai pas bien compris votre... Je ne peux pas vous dire que c'est une procédure normale. Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas d'exemple dans le fonctionnement au niveau de la section économique et financière du parquet de Paris d'enquête diligentée dans ces matières, dans lesquelles, parallèlement à l'enquête, Bercy, la DGFiP, soit allé solliciter directement ce type de demande. Pour nous, c'est une première. Ça n'est jamais arrivé. Pas dans les relations qu'on a avec la DGFiP. Mais... Voilà. Alors... Je n'ai pas à me l'expliquer, moi. Je suis désolé. J'ai pas. Je peux répondre à toutes les questions que vous voulez sur le fonctionnement de l'institution. J'ai pas à émettre de commentaires là-dessus sur le fonctionnement de la DGFiP. Voilà. Alors, nous continuons. Moi, j'ai terminé sur mes questions. J'ai de nombreux inscrits. On commence par Madame Bechtel. Bien, Monsieur le Président, parce que je voulais, avec votre permission, prolonger le petit débat qui vient d'avoir lieu pour rappeler quand même dans cette commission qu'il faut bien comprendre que dans la France, qui est un État de droit, il y a un principe très ancien qui remonte à la loi des 16-24 août 90, si on veut le faire en 1790,
qui est qu'il peut y avoir un parallélisme parfait, c'est-à-dire une étanchéité totale entre une procédure administrative, dont la procédure fiscale est une branche, et la procédure judiciaire. Si ça n'était pas possible, on ne pourrait pas, par exemple, avoir une enquête administrative sur un fonctionnaire en matière disciplinaire, par exemple. Et vous savez très bien qu'on peut faire une enquête administrative au terme de laquelle on va condamner disciplinairement un fonctionnaire alors qu'il est blanchi judiciairement, et inversement. Donc, je voudrais quand même rappeler, pour l'édification de la Commission, je m'en excuse, qu'il y a un parallélisme tout à fait normal dans notre État de droit entre les deux. Alors, qu'en tant qu'autorité judiciaire, M. Molins s'éprouve un certain chagrin à ce que la procédure judiciaire ne recouvre pas tout, je peux parfaitement le comprendre. Et vous avez dit vous-même, d'ailleurs avec tact, que vous auriez bien aimé qu'il n'y ait pas cette concurrence. Mais cette concurrence, encore une fois, est parfaitement conforme à notre tradition et à tous nos principes depuis plus de 200 ans. Je voulais le rappeler quand même parce que ça fait plusieurs fois que nous revenons. ma chère collègue. Cela fait quand même plusieurs fois que nous revenons sur ce sujet. Nous ne connaissons pas grand-chose à toutes ces questions. Qui est absolument un non-sujet. Alors, au bout de 3 fois, tout de même, je pense que nous perdons un petit peu de temps. Alors, si vous le permettez, alors, Monsieur continuons, le Président, chers collègues. je voudrais maintenant Venons poser aux questions. une ou deux questions à Monsieur Molins. Vous le savez, Monsieur Molins, notre commission a été formée pour cela. Elle est à la recherche des critères. Critères sur le moment opportun, le moment le plus utile, le plus pertinent, devrais-je dire, à partir desquels, lorsqu'il y a eu une affaire mettant en cause un homme politique, une affaire sensible, il est normal, il est naturel, il est pertinent, disais-je, que les pouvoirs publics dans leur ensemble agissent, le gouvernement, l'administration, pour autant qu'il y ait une autonomie de celle-ci, mais nous avons plutôt eu tendance à le constater d'ailleurs, et enfin l'autorité judiciaire. Alors, je voulais vous demander, au vu de votre expérience passée, et même de votre expérience présente, sans dévoiler naturellement le fond des dossiers que vous traitez, mais vous avez ouvert des affaires depuis peu, est-ce que vous pensez que la date du 8 janvier, par rapport à notre recherche de critères, est une date plutôt au plus tôt, plutôt au plus tard, ou plutôt une date moyenne? J'ai conscience, je vous demande un petit effort d'imagination, mais il arrive que des hommes politiques, vous avez récemment ouvert encore une affaire, soient pris dans la tourmente. Quel jugement large, au vu de votre expérience, portez-vous? Voilà la question principale que je voulais vous poser. Et même question précise, Monsieur le procureur. Réponse précise. C'est très difficile de vous répondre. Moi, j'ai le sentiment, j'ai le sentiment que j'ai fait les choses dans le tempo où elles devaient être faites. Hein. Je pense que ça aurait été difficile de le faire plus tôt. C'était quand même, la décision était quand même pas évidente. Plus tard, je crois que ça aurait été aussi problématique. Non, moi, franchement, ça serait à refaire. Je pense que je referais exactement de la même façon. Appuyez, Monsieur le procureur. Sur ce cas de figure, avec un ministre du gouvernement? C'est heureusement pas très très fréquent, Monsieur le procureur. Non. Franchement, pour moi, c'est une situation qui est très inédite. Non. Et puis, rapport avec la chancellerie. Oui. Je pense. De mémoire, non, honnêtement. Il me semble, Madame Bechtel, en plus, ce qui est très original, vous l'avez dit, Monsieur le procureur, c'est le fait qu'il avait en charge les services fiscaux. Tout à fait. On le voit sur plusieurs domaines qui posent des problèmes particuliers. Bon. Pas d'autres questions, Madame Bechtel? Alors, Monsieur Morin. Monsieur le procureur, merci pour vos explications extrêmement claires et précises. Pour que les mots soient... J'ai bien entendu que vous n'aviez eu aucune instruction de la chancellerie sur le dossier. J'ai besoin simplement d'avoir 2-3 précisions pour qu'on soit bien raccord sur cela. Vous nous précisez... Alors, il y a des instructions, mais ça peut être aussi des conversations. Est-ce que vous avez eu des conversations avec des collaborateurs d'autorités politiques, Élysée, Matignon, Garde des Sceaux, pour évoquer ce dossier? La deuxième chose, c'est vous avez eu vous dites que vous avez, parce que d'ailleurs c'est comme ça que ça marche tout le temps, des rapports réguliers avec le procureur général sur l'état d'avancement du dossier, sans dévoiler bien entendu les éléments de l'instruction qui relèvent de l'autorité judiciaire. Est-ce que vous avez eu des désaccords d'appréciation majeurs sur le sujet, ou est-ce que le procureur général vous a fait part d'un certain nombre d'éléments qui, selon la direction des affaires criminelles et des grâces, auraient mérité probablement une autre approche? Et enfin, troisième question que je voulais vous poser, est-ce que la réponse
des autorités judiciaires suisses a été transmise à la chancellerie? Réponse. Appuyez. Qu'est-ce qui... Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié dans vos questions. D'abord, je n'ai eu aucun contact, que ce soit physique, téléphonique, aucune modalité ou par écrit, avec, on va dire, du personnel politique, qu'il s'agisse du ministère de la Justice, de Matignon, de la présidence de la République. Donc là, absolument aucun. Le seul contact que j'ai eu avec la chancellerie est une conversation téléphonique qui fait à peu près 1 minute. C'est le lundi, donc 18 mars, en début d'après-midi, ce qui est quelque chose en plus que je conçois très bien et qui est tout à fait informatif, parce que je pense qu'il y a des moments dans une chaîne où il est légitime pour une autorité d'obtenir un renseignement immédiatement. Et il peut y avoir des circonstances dans lesquelles cette nécessité peut aboutir à casser la chaîne de l'information, et plutôt que de passer par divers relais, à aller directement à la source. Le lundi, dans l'après-midi, d'autant qu'en plus je la voyais à une réunion en santé publique, j'ai eu une demande de la direction des affaires criminelles et grâces me demandant les conclusions de l'expertise et qu'est-ce que j'envisageais de faire. J'ai répondu et j'ai dit que j'allais ouvrir une information. Point. Et on en est resté là. Donc je n'ai eu à aucun moment le moindre message qui soit venu sur les terrains politiques que j'aurais pu interpréter de quelque façon que ce soit comme un frein à ce que j'allais faire. Sur les relations avec mon procureur général, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a des bonnes relations, on respecte le dialogue institutionnel. Je ne me suis pas situé dans un paramétrage qui aurait consisté à dire à mon procureur général j'envisage, sauf meilleur avis de votre part, de faire telle chose, ou j'envisage de faire ça. J'ai dit que je voulais faire ça, et donc je l'ai mis en mesure de faire valoir ces observations. Et j'ai eu, j'allais dire de sa part, aucun élément qui, j'allais dire, contrecarre, qui puisse venir contre la décision que j'avais prise. Mais encore une fois, je n'étais pas dans une optique de demande d'instruction, mais simplement d'avis de la décision que j'avais prise et que je voulais mettre en œuvre pour lui permettre de faire part de ces observations. Et c'est ce qu'il a fait. Et je pense qu'on a fonctionné tous les deux de façon très harmonieuse. Donc, un procureur libre dans un parquet libre. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut le dire comme ça. Non, mais il n'y a pas eu de pression. Il n'y a pas eu de pression. Voilà la réponse. Monsieur Morin, le Président, oui. Peut-être ajouter simplement, je dis toujours les analyses correspondaient à celles de mon procureur adjoint financier et à celles de la section économique et financière. Hein, parce qu'un parquet, c'est un travail de groupe, c'est pas François Molins tout seul. Il a posé d'autres questions, monsieur. Oui, sur l'entraide. Vous avez adressé les conclusions, les éléments qui vous ont été transmis par les autorités judiciaires suisses à la direction des affaires criminelles et des grâces? Non, parce qu'on ne transmet pas de pièces de procédure. C'est le meilleur moyen, j'allais dire, Bon, le secret est quelque chose qui devient un peu galvaudé, mais c'est déjà une façon de le garder. Les pièces de procédure, elles restent dans les dossiers. Par contre, ce qu'on a transmis, c'est pas la demande d'entraide, le résultat de l'entraide judiciaire, c'est le résultat de la demande fiscale qui avait été transmise à la DIF par la DGFIP. Je crois, de mémoire, que c'est la seule pièce qu'on ait transmise au parquet général. À quelle date? Ça devait être le jour où on l'a reçu, c'est-à-dire le 1er février. Ah non, mais il n'y a pas eu de relation avec la DACG. Autre question, M. Morin? Alors, troisième intervenant, M. Houillon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Procureur, c'est juste une petite question de précision ou de curiosité. Vous nous avez dit tout à l'heure que l'enregistrement était assez professionnel. Or, à notre connaissance, cet enregistrement a été réalisé, semble-t-il, par inadvertance, par M. Gonel, dans des conditions qu'on sait sur lesquelles on va parvenir, et qu'à notre connaissance, c'est cet enregistrement-là qui vous aurait été confié. Donc, est-ce que vous pouvez développer un peu qu'est-ce que vous entendez par assez professionnel, ce qui paraît éventuellement, techniquement contradictoire avec la façon dont ça a été fait? Excusez, mon propos manquait de précision. Quand je parlais de professionnel, c'est pas l'enregistrement lui-même, c'est la copie qui avait été réalisée de l'enregistrement qui avait été réalisée par un professionnel. Voilà. Monsieur Baird, vous vouliez faire une question là-dessus? Ah d'accord, donc je vous... Mal exprimé. D'accord. Pas d'autres questions, Monsieur Houillon? Madame Untermaier.
Merci, Monsieur le Président. Ma première question, est-ce que vous avez connaissance d'autres demandes administratives en direction de la Suisse, telles que celle qui a été faite par Bercy, et quelle est votre analyse de la demande dans son contenu tel qu'elle a été adressée par Bercy aux autorités suisses? Je n'ai pas eu connaissance d'autres demandes. Et puis après, c'est difficile de faire des commentaires là-dessus. Mais vous êtes libre. Vous pouvez faire oui, les oui, commentaires. mais encore une fois, on est dans un cadre un peu différent. Dans le cadre d'une assistance fiscale comme ça, qu'est-ce qu'on demande? On demande si la personne est titulaire d'un compte ou d'avoir. Je pense que c'est ce qui est fait en général de façon relativement formatée dans ce genre de choses entre autorités financières d'États différents. Encore une fois, la demande judiciaire dans le cadre d'une demande d'entraide, c'est quelque chose de complètement différent. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que j'en aurais pas le droit, mais il n'y a aucun point commun entre une demande d'assistance qui tient sur une page et qui se résume en quelques questions et une demande d'entraide pénale internationale qui fait une dizaine de pages, qui vous rappelle tout un tas de faits et qui articule tout un tas de questions. Ce sont deux choses qui sont difficilement comparables. Ce qui signifie que des réponses différentes. Monsieur le procureur, notre collègue n'ose pas dire, enfin elle le dit quand même plus qu'à mi-voix, que nous sommes tous très troublés dans cette commission. C'est comment peut-on avoir une réponse du côté fiscal négative et de votre côté positive? C'est ça ce qu'on a quand même du mal à comprendre. Je vais vous répondre clairement. Comme vous l'avez dit, les questions ne sont pas posées de la même façon et on intègre peut-être davantage dans les demandes judiciaires toutes, j'allais dire, les problématiques du blanchiment. On sait bien que dans certains pays, notamment la Suisse, par rapport à certains établissements, on n'est pas titulaire d'un compte d'où on retire de l'argent comme ça. Vous pouvez avoir des phénomènes, j'allais dire, soit de nom d'emprunt avec des systèmes de master account, de fausse domiciliation, d'ouverture de compte au nom d'un établissement financier qui vous divise un compte en autant de sous-comptes ou de sous-sous-comptes. Vous pouvez avoir des mécanismes d'empilage qui renvoient donc à des actes de blanchiment. Donc tout ça, dans le cadre d'une demande d'entraide, est pris en compte et donne lieu à des questions qui sont extrêmement précises sur ces sujets. Et ça a été le cas dans ce dossier, comme dans tous les autres dossiers dans lesquels interviennent en général les juges d'instruction financiers. Le dossier de M. Cahuzac n'est pas particulier là-dessus. C'est toujours comme ça qu'on fait. C'est les protocoles de travail habituels de la justice. Bien. Madame Thurmayer, pas d'autres questions? Alors on passe à notre collègue Gorge. Oui, alors deux séries de questions. D'abord, une très technique. C'est au niveau de la copie. La copie que vous expertisez, c'est celle qui est fournie par M. Gonel? Comment? Je ne peux pas vous répondre. Alors ça, c'est important. Ah d'accord. Parce que, alors, est-ce que vous pouvez nous dire sur quel type de support elle était? Attention, mes chers collègues. Même réponse, monsieur le député, je suis désolé. Chez Gorge, vous avez la parole. Je vais poser les questions, il nous dira s'il peut répondre ou Secret pas. d'instruction ou pas. Oui, mais c'est lui qui le dira, pas le président. C'est important parce que tout à l'heure, on a posé des questions sur une autre personne sur le type de support. Moi, tout à l'heure, j'étais quand même un petit peu surpris que M. Bruguière ne se rappelle pas si c'était une clé USB, une disquette ou une cassette. On est en 2006. C'est un peu l'informaticien qui est derrière la question. Donc ça, c'est important. Et sur le support, quand vous avez une copie, naturellement, n'importe quel système d'exploitation met ce qu'on appelle un timestamp, c'est-à-dire qu'il met la date à laquelle l'enregistrement a été fait. Est-ce que vous avez obtenu la date de l'enregistrement? Moi, je m'interroge sur d'où vient la copie, quel est le type de support et à quelle date la copie a été faite. C'est très important parce que on essaye aussi de tracer. Vous savez, les copies, il y en a deux. M. Gonel nous a dit qu'il y en avait deux. Hein. Il y en a une, il l'a remise à M. Bruguière, qui l'aurait détruite. Et donc la deuxième, ça peut être que celle-ci. Donc sinon, il y a un mystère quelque part. Donc là, vous dites secret de l'instruction. Oui, je vous confirme, je ne peux pas vous répondre sur ces questions. Voilà. M. Gorge, y a-t-il encore des questions dans oui. l'instruction? Non, mais ces questions techniques, je pense que ça reviendra un peu plus tard. Il y a des gens quand même à écouter sur le sujet. Maintenant, autre question. Il y a un débat entre nous, savoir est-ce qu'il fallait lancer les deux enquêtes en même temps. Vous avez bien vu que, on se dit, à partir du moment qu'il y a une enquête judiciaire, pourquoi faire une enquête administrative dont les questions, ce que vous venez de nous dire,
seront forcément réduites par rapport au pouvoir de question que vous avez, vous. On comprend bien ça. Alors, comment avez-vous réagi au moment où cette enquête administrative dit ben non, M. Cahuzac n'a pas de compte, donc blanchiment. Et d'ailleurs, ça a été relayé tout de suite par le journal du dimanche, le président de l'Assemblée nationale, halte au feu, il n'y a rien derrière tout ça. Ça veut dire que votre enquête qui était entamée, elle ne sert pas à grand-chose puisque c'est blanchi. Réaction votre réaction par rapport à ça. Réponse. Je vais vous répondre, monsieur le député. Ça, c'est non, pas, c'est pas le secret de l'instruction. C'est un peu particulier. Alors, je répète d'abord, par rapport aux investigations qu'on diligentait dans le cadre de l'enquête préliminaire, les questions qui ont été posées par la DGFiP ne nous ont pas gênés du tout. Là où ça devient gênant, c'est qu'à partir du moment où vous êtes questionné par des journalistes qui sont, semble-t-il, en possession d'informations, laissant à penser que des demandes ont été faites et des réponses vont arriver, si vous répondez à ce genre de questions, vous pouvez vous trouver dans une situation où c'est vous, autorité judiciaire, qui allez confirmer une demande qui a été faite par d'autres acteurs et que vous n'avez absolument pas maîtrisée. Et ce qui aurait été quand même assez paradoxal. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi on s'est refusé à répondre aux journalistes qui nous questionnaient et à qui on a dit en quelque sorte circuler, il n'y a rien à voir, on ne communique pas sur le contenu des investigations. Si je peux compléter la question. Ce n'est pas ma question. Non, Comment vous vivez le fait qu'on annonce à un moment donné que M. Cahuzac... Non. C'est vrai qu'après, il y a tout un déchaînement médiatique avec effectivement, je vous avoue que j'ai eu des doutes sur ce que j'avais fait en lisant le journal du dimanche, le dimanche matin. Mais comme je pensais être dans une optique qui était sérieuse et qui, encore une fois, je reviens toujours à ce fil rouge qui nous a conduits depuis le début, la réalité de l'enregistrement. Je veux dire, on a été sur cette conviction. Et finalement, moi, je reconnais que quand j'ai lu le journal le dimanche matin, et à un moment, je me suis dit, mais après tout, si je m'étais trompé, on a quand même, encore une fois, je vous dis, on est des gens responsables, on imagine bien tout le tohu-bohu et les conséquences politiques que peut avoir tout ça. Non, justement, parce qu'en réfléchissant, je suis revenu à mon fondamental, qui était l'enregistrement, et que je pensais qu'au-delà de tout ce qu'on pouvait nous avoir, de toute façon, la pièce qui revenait dessus, elle était dans le dossier. Donc c'était préservé, mais pour nous, encore une fois, l'élément fondamental qui devait nous permettre de prendre les bonnes décisions et de trouver le cadre procédural approprié, c'était l'expertise sur l'enregistrement. Et on s'est dit, tant qu'on n'aura pas l'expertise sur l'enregistrement, on continuera et on prendra notre décision après. Monsieur le procureur, pour compléter la question de notre collègue Gorge, comment expliquez-vous qu'un journaliste, vous nous avez déclaré ça tout à l'heure, le 31 janvier 2013, un journaliste affirme qu'il y a eu un retour de l'administration suisse. Or, c'est le 31 janvier que la DGFiP reçoit cette information. Comment vous expliquez cela ? C'est-à-dire, pour être clair, pour vous, d'où peuvent venir les fuites ? Puisque vous-même, vous ne l'avez pas, ce n'est que le lendemain que vous l'avez. Monsieur le Président, pour être complet, notre travail en commission a toujours été sérieux. Vous posez des questions, mais vous connaissez les réponses. Il y a plusieurs réponses possibles. Il y a plusieurs réponses possibles, mais il va peut-être nous éclairer, monsieur le procureur. Est-ce que vous savez si lorsqu'il y a une démarche d'entraide judiciaire vis-à-vis de la Suisse, la personne concernée est informée de cette démarche et est-ce que la réponse, informée ou pas, et est-ce que la réponse lui est apportée, donnée ? Si on avait une réponse là-dessus, ça nous éclairerait dans notre travail. Je ne suis pas un spécialiste de droit fiscal, mais je pense qu'en Suisse, il y a des procédures qui font qu'en cas de demande de ce type, surtout notamment lorsque la demande peut excéder les termes d'une convention, je pense que la législation judiciaire ou fiscale suisse prévoit une modalité d'information de la personne concernée. Voilà. En distinguant bien la période qui était hors convention, c'est-à-dire 2006-2009, et de la période sous convention. Tout à fait. Et vous n'avez pas répondu encore à ma question, c'est comment vous expliquez cela ? Puisque le DGFiP, je vous rappelle, puisque vous devez, je suppose, de temps en temps lire notre enquête, le DGFiP nous affirme qu'il est le seul à avoir eu communication de la réponse. Il nous affirme qu'il l'a simplement montré sur écran au ministre Pierre Moscovici.
et à personne d'autre qu'il a eu un appel de Jérôme Cahuzac et il a refusé de lui donner le contenu de la réponse. Ah, si j'ai bien compris. Monsieur Cahuzac peut être informé par les Alors, autorités suisses. Oui, c'est ce qu'il vient de dire. Mais monsieur, non, mais ça on le vérifiera. Mais ça ne vient pas de la DGFIP, c'est ça mon propos. D'après les affirmations sous serment du DGFIP. Donc, ce journaliste, pour vous, ça peut venir soit d'une transmission par les autorités suisses à la partie concernée, c'est-à-dire à M. Cahuzac ou à ses avocats, à vérifier. Hein. Bon, c'est un point à vérifier. Et de qui d'autre ? Je suis incapable de répondre à votre question, Monsieur le Président, parce que si je réponds, je vais faire des déductions. Ça peut être plusieurs pistes possibles. Hein. Il y a des tas de façons. Ça peut être Monsieur Cahuzac, ça peut être, vous savez, les journalistes autour de ce dossier. Ils ont été particulièrement actifs. Hein. Vous pouvez aussi avoir un journaliste qui, à un moment donné, a eu des informations sur une demande qui est partie, qui se doute qu'il y a quelque chose qui va revenir. Il ne sait pas pour autant qu'il y a eu une réponse qui a déjà été apportée. Il y a eu tellement d'emballements médiatiques autour de ce sujet que vous savez, je ne m'aventurerai pas à répondre là-dessus. Hein. Monsieur Gorge, je n'avais pas fini ces questions. Non, mais juste pour précision, vous dites, bon, tout ce qui concerne l'enquête ne peut pas être comme ça accessible pour les commissaires que nous sommes, mais le rapporteur pourrait peut-être avoir des informations. Est-ce que c'est interdit au rapporteur d'avoir quelques informations sur le support ? Oui, on peut demander un certain nombre de choses, mais la vraie question, on en débattra tout à l'heure, après l'audition, c'est de connaître les droits de celui qui est mis en cause dans le cadre suisse. C'est ça le nœud de l'affaire. Si on a la certitude que Jérôme Cahuzac ou ses conseils ont été informés de la demande. Nous n'avons pas la certitude aujourd'hui, bon, j'entends ce que dit M. le procureur, pour savoir s'il a eu la réponse. Voilà. Donc c'est une question sur laquelle il faut travailler. Oui. Je fais le point à la Commission. Hein, nous n'avons pas encore la réponse des autorités helvétiques. Hein, on espère l'avoir cette semaine, pour la fin de la semaine. On vous tiendra au courant de la semaine prochaine. Voilà. Mais au pire, nous ferons un questionnaire. Si... Pour répondre à la Monsieur question de notre collègue, le secret de l'instruction me sera opposé. Non, mais on peut poser une question générale. Non, mais par rapport à la question qu'il posait, c'était parce que... Celle-là. Monsieur Gorge, pas d'autres questions de l'informaticien que vous êtes toujours ? Non ? Bien. Oui, monsieur le procureur, vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe ? Effectivement, je vous confirme. Je pense que dans le cas de la Convention franco-suisse, à partir du moment où la question porte sur des années excédant, effectivement, les années que vous avez évoquées, la personne concernée a la possibilité de s'opposer. Donc, oui, c'est d'ailleurs ce que dit la réponse, quand on la lit, en particulier l'avant-dernier paragraphe de mémoire de la réponse. Voilà. Monsieur Fenech avait... il est parti. Alors, moi, j'ai une petite question... complémentaire sur ce que vous avez abordé sur l'article 28 de la Convention d'entraide fiscale franco-helvétique. Vous avez dit que dans cette convention, il y a un principe de spécialité, c'est-à-dire qui exclut, vous nous avez dit, la communication des pièces fiscales à la justice. Or, vous avez eu communication. Alors, quelles sont les pratiques ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer ? Parce que là, est-ce que vous auriez dû est-ce qu'on aurait dû vous la transmettre ? En l'absence d'autorisation de la Suisse, je pense que non. En tout cas, je sais que je n'aurais pas eu le droit de la demander. Encore une fois, parce qu'il y a un principe de spécialité que dans ce cadre-là, on ne pouvait l'obtenir que si l'autorisation suisse était d'accord. Alors pourquoi on vous l'a transmise ? Vous ne savez pas ? Vous n'avez pas renvoyé en disant je n'ai pas le droit d'accéder à cette pièce ? Non, puis encore une fois, je vous dis, on est dans le cadre d'une enquête qui a pour objet de déterminer si on peut avancer par rapport à des allégations, de parvenir à la manifestation de la vérité. Je ne vois pas au nom de quoi je m'opposerai à l'entrée dans la procédure, même si elle peut poser des problèmes, d'un document qui est plus à la décharge de M. Cahuzac qu'à charge. Moi, je travaille comme ça. Bien, est-ce que vous pourriez, vu votre pratique de ces affaires de blanchiment, de fraude fiscale, etc., nous éclairer, vous avez dit quelque chose là-dessus tout à l'heure, sur l'articulation entre la Convention de coopération fiscale et la Convention de coopération judiciaire ? Puisque beaucoup de membres de la Commission commencent à avoir quelques doutes sur l'efficacité de la Convention de coopération fiscale.
Par contre, ils ont, en l'état actuel de nos investigations, beaucoup moins de doutes sur l'application de la Convention de coopération judiciaire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer à travers votre pratique, pas forcément le cas Cahuzac en particulier? Non, mais est-ce que il y a de nombreux cas, en termes clairs, Madame Bechtel, en termes clairs, est-ce que vous avez eu... Non, Madame. Non, Madame. Et c'est moi qui préside jusqu'à preuve du contraire. Et c'est moi qui vous donne la parole. OK? Bien. Est-ce que vous avez eu de nombreux cas où vous avez découvert par la voie de la coopération judiciaire des choses qui soit n'avaient pas été révélées par la voie de la coopération fiscale, voire même, exemple, le dossier Cahuzac, l'inverse? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas? Mais Madame Bechtel, laissez le procureur. C'est difficile, difficile de vous répondre, Monsieur le Président. Moi, je vous ai dit que on n'avait pas au niveau du parquet de Paris et de la mémoire des magistrats qui sont actuellement dans la section économique et financière, d'exemples dans lesquels, dans le cadre d'une enquête judiciaire en cours, ce genre de choses avait été effectué dans lequel ça a été fait en affaire Cahuzac. Alors après, est-ce que dans l'histoire, j'allais dire, la coopération entre la France et puis d'autres pays, notamment la Suisse, des investigations judiciaires ont permis d'obtenir des réponses positives que l'entraide fiscale n'avait pas permis d'apporter? C'est difficile, hein, je pense certainement. Hein. Il faudrait se livrer à une expertise plus approfondie, hein, honnêtement. Je peux le demander. Hein. Ah bah, je crois que ça serait intéressant. Je peux le demander. Je peux le pour demander. Mais encore une fois, on n'est pas dans le même cadre. On n'est pas dans le même cadre. Les demandes d'autorité à autorité sur un plan fiscal se limitent en général à la notion de titulaire de compte ou d'ayant droit. Elles ne prennent pas forcément en compte toute la dimension du blanchiment, qui elle ne peut rentrer que dans une problématique d'investigation beaucoup plus fouillée, avec un exercice qui est, je ne dis pas qu'il soit plus légitime, mais qui est différent et qui se fonde effectivement dans un cadre différent. Ça peut expliquer les différences. D'accord. Avant de passer la parole à notre collègue Blanc, est-ce que vous pourriez nous dire si la notion d'ayant droit est un concept clair? Au regard, je vais être encore plus précis, au regard de la création des fiducies, ou ce qu'on appelle les comptes omnibus, les comptes globaux, enfin tout ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc je crois que derrière l'ayant droit, derrière la notion d'ayant droit se cache une nébuleuse qui peut renvoyer à des montages financiers extrêmement différents. Monsieur Blanc. Oui, Monsieur le procureur, nous sommes là pour examiner si, dans le cadre de cette affaire, il y a eu des dysfonctionnements et si nos institutions permettent aisément de trouver la vérité dans cette affaire qui est particulièrement complexe. Alors, je voudrais vous poser une question toute simple qui est un peu d'actualité. Est-ce que, selon vous, la mise en place d'un procureur financier indépendant aurait pu améliorer les choses, accélérer la procédure, faire en sorte que vous obteniez plus rapidement gain de cause? Vous ne verrez bien sûr aucune malice à cette question, mais j'aimerais bien avoir une réponse et, si possible, si ça n'est pas une réponse précise, au moins votre avis. Non, Monsieur le Président, selon moi, nous ne sommes pas hors champ. La question, est-ce qu'on peut améliorer les choses avec un parquet enfin indépendant, rapide et efficace? Alors ça, c'est une question culturelle. Hein, voilà. Mais attendez, je voudrais ajouter quelque chose. Le parquet était indépendant ici, parfaitement. Non mais attends, monsieur le rapporteur, je crois que la question est inverse de notre collègue. Moi, je me suis permis de poser une question et je l'ai bien dit. C'est une question sans malice aucune. Non, aucune. Monsieur le procureur. Je vais vous répondre sans malice, monsieur le député. Ni plus ni moins. C'est-à-dire... Je vous remercie, monsieur le procureur. Projet, les garanties de compétence et d'indépendance seraient strictement identiques à celles de l'actuel procureur de Paris. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Houillon. Monsieur Houillon? Ah, je croyais que vous aviez levé la main. Bon, mes chers collègues, nous sommes éclairés. Bon, merci, monsieur le procureur, de la franchise avec laquelle nous avons répondu. Et je pense que je traduis le sentiment, me semble-t-il, de tous nos collègues, de la précision, de la clarté, de la loyauté, voilà.
Voilà, je pense que je traduis les sentiments de tous nos collègues, je pense. À l'unanimité? Oui, bon, voilà. Donc, merci de cette audition. Alors, mes chers collègues, vous savez que maintenant, nous allons avoir une réunion entre nous, à huis clos,